tu as préparé ta tasse et mis tes écouteurs, prête à écouter un nouvel épisode inspirant et motivant, bienvenue chez Pamela. Bonjour et bienvenue chez Pamela, le podcast des femmes entrepreneuses qui osent et qui inspirent. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle invitée qui est Betty. Coucou Betty. Salut Pam. Comment ça va ? Hyper bien, je suis très heureuse d'être à tes côtés aujourd'hui. Je suis ravie aussi que tu aies accepté mon invitation. Bienvenue dans ce studio qui est pop coloré. Magnifique. Est-ce que tu aimes ? Ah, j'adore. Et c'est ça décalé. te ressemble tellement. Merci. Ravie de te recevoir aujourd'hui. Betty, je vais te laisser te présenter. C'est toi qui vas parler un peu de toi et surtout de l'entreprise aujourd'hui auquel tu es au quotidien et tu vas nous expliquer tout ça. Alors, peux-tu nous parler un peu de ton parcours et de qui tu es ? Bien sûr. Alors, je suis bitéroise déjà. J'ai 2 enfants mariés et j'habite sur Béziers et j'ai fait mes études supérieures à Montpellier. D'accord. À l'IUP et j'ai un master de commerce. Et aujourd'hui, donc, je représente la société Petit Béret, dont on parlera juste après. C'est ça, Petit Béret. Avant d'intégrer le Petit Béret, as-tu été salarié ? Quel a été ton parcours ? Dans quelle entreprise tu as travaillé ? Et où peux-tu nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Donc, oui, j'ai été salariée avant d'être chez Petit Béret. J'ai fait toute ma carrière chez L'Oréal. Waouh, super groupe. Super groupe. Une très belle multinationale où j'ai appris énormément. Ça a été hyper formateur d'ailleurs. Donc, j'ai commencé juste après mes études sur un poste de visiteuse pharmaceutique sur la marque La Roche-Posay. Ouais. Alors, au tout départ, j'étais basée à Strasbourg. Et après, ils m'ont rapatriée. Ils ont eu pitié de moi. Ils m'ont rapatriée sur Toulouse. La petite bitéroise qui est partie dans le nord. Exactement. Voilà, on ne se comprenait pas très bien entre les Alsaciens et mon accent du Sud. Ça ne fonctionnait pas trop. Et donc, j'ai commencé en bas de l'échelon. Et puis, j'ai bossé dur pour petit à petit évoluer. C'était vraiment un rêve pour moi d'intégrer L'Oréal depuis que je suis jeune. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'était mon objectif. C'est un rêve de petite fille. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de filles de rentrer dans un groupe de beauté. Et je te rejoins sur le sujet parce que c'est assez marrant quand même. Puisque moi, avant de créer Galard Déco, tu sais, j'étais en parfumerie sélective où j'ai travaillé pour Marionneau et Sephora. Donc, c'est vrai que du coup... tu connais bien le milieu aussi. Je connais le milieu aussi. Et c'est vrai que le milieu de la beauté, ça fait rêver. Mais derrière tout ça, il y a des coulisses. Des coulisses qui nous apprennent quand même tout ce qui est rigueur et exigence. Exactement. Parce qu'ils ont des process. Je sais que nous, quand on avait des audits, il fallait vraiment qu'on soit... au cordeau. Oui. Donc, je pense que toi, de ton côté aussi, mais ça a été très révélateur et formateur. Oui, tout à fait. Et donc, j'ai beaucoup bossé pour petit à petit évoluer. Donc, j'ai passé 4 ans sur la route, sur le poste donc, de VP, comme on appelle ça. Et ensuite, j'ai évolué au siège. Le siège est basé à Agnières-sur-Seine, basé à Agnières-sur-Seine, sur un poste de directrice de formation. Et ça, c'était un poste... enrichissant. Ouais, hyper inspirant, qui m'a révélée, je pense, parce que c'est le poste que j'ai le plus kiffé chez L'Oréal. Parce qu'on a à la fois une vision, une dimension stratégique, mais aussi encore un pied dans l'opérationnel. Donc, on allie les deux, ce qui est très rare quand on est très expert, justement, dans un job. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et puis, j'étais au comité de direction avec les DG, les DAF, etc. Donc, ça, très formateur. Très formateur quand on est vraiment dans ce milieu-là. C'est vrai que, du coup, les échanges, les réunions, les débriefings, c'est top. Ouais, et puis j'étais un peu la petite nana du Sud qui est arrivée à Paris et se retrouvait dans ces réunions-là. Je me disais, quelle chance j'ai, en fait. Encore, t'es du Sud, mais je trouve que t'as pas l'accent, quand même. Ah ouais ? Ah oui, ça va, dépend. comparé à moi. Moi, il est un peu plus prononcé. Ouais, je le travaillais. À Paris, je travaillais un peu pour éviter que ça ressorte trop, quand même. C'est ça. Mais ils aiment, hein. Ils aiment bien, quand même. Ça fait l'accent. Oui. Après, voilà, il faut arriver à le modérer. Exactement. Voilà. Tout à fait.
Donc, ce poste-là, où j'ai passé 2 ans et demi, et ensuite, on m'a propulsée sur un poste de directrice d'enseigne. Donc, c'est-à-dire que j'étais repartie sur le commerce pur et dur, parce que je négociais avec les centrales d'achat, exemple la grande distribution, Carrefour, Auchan, etc., mais aussi le sélectif que tu connais bien, donc Nocibé. Marino Nocibé, les grandes enseignes de parfumerie. Ouais. Voilà, pour la marque Roger Gallet. Donc, hyper formateur sur la partie négo. Ça, c'était top. Et ensuite, j'ai été enceinte de mon premier enfant. D'accord. Louisa. Louisa, oui. Et là, on a décidé avec mon mari de redescendre dans le sud parce que, même si c'était un gros risque pour moi, parce que tout se passe à Paris aujourd'hui, au niveau des postes à évolution. Ah oui. Et ce qui était le plus important pour nous, c'était la qualité de vie qu'on allait donner à nos enfants. Donc, on a décidé, quitte que coûte, de redescendre. De redescendre dans le sud. Exactement. C'était votre priorité. Voilà. Ouais. Et par chance, L'Oréal m'a suivie dans cette démarche. Waouh. Et ils m'ont proposé un poste de directrice régionale basé dans le sud, mais j'encadrais T'avais quel secteur, du coup ? J'avais le 3/4 de la France. Ah oui, ça faisait beaucoup quand même. Oui, j'avais la Bretagne jusqu'à Besançon et tout le sud. Une partie de Paris pendant un moment. Donc, c'était un grand secteur. Je découchais énormément. Mais par contre, ce qui était hyper intéressant, c'est que c'était, on va dire, la première expérience forte sur la partie managériale. Et ça, c'est très puissant pour la suite. Là, ça a dû vraiment t'apprendre les différentes formes de management. Exactement. Comment adopter le comportement face à différentes situations, personnalités que tu as en face de toi. Parce que là, c'est pareil. Je pars toujours du principe, moi, que le management, un peu, c'est un peu comme les enfants quand on les a face à nous et que on a des recettes, mais pas forcément la meilleure. Et du coup, on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes pour avoir un bon échange, mais c'est vrai que c'est très difficile. Alors moi, ce que je me suis toujours dit, je ne sais pas si je suis si je vais dans la bonne direction ou pas, mais c'est que je manage comme j'aimerais qu'on me manage. Et oui. Après, la difficulté, c'est que tout le monde n'a pas le même profil que moi, donc il faut quand même réajuster. C'est ça. Mais voilà, j'ai à cœur que les gens soient bien, soient heureux d'être là dans l'entreprise et à mes côtés, et en fait qu'on fasse qu'un et qu'on puisse avancer en bloc ensemble. Prendre vraiment du plaisir et avoir cette notion vraiment, faire ça avec amour, passion et donner le meilleur de soi-même. Exactement. Donc ça t'a appris aussi tout ce côté-là. Ok. Du coup, donc, tu as eu ton premier enfant, si j'ai bien compris. Votre priorité, c'était de revenir dans le sud avec Fatih. Fatih, à ce moment-là, il faisait quoi ? Alors, à ce moment-là, je crois qu'il avait déjà monté Petit Béret. D'accord. Parce que c'était en 2015. Donc, il a attaqué. C'était le démarrage. Ok. Ouais. Et donc là, vous êtes venu dans le sud, vous vous êtes installé. Et tu as continué L'Oréal ou tu as décidé de prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Du coup, j'ai quand même passé 6 ans sur ce poste de manager. D'accord. Après, les choses ont fait que j'ai eu mon deuxième enfant qui est arrivé. Il y a eu le Covid. Moi, je commençais à avoir fait le tour du poste. Oui. Et malheureusement, pour continuer à évoluer chez L'Oréal, il fallait remonter sur Paris. Et ça ne faisait pas partie de ce qu'on voulait. De vos objectifs. Exactement. Ouais. Donc, j'ai décidé de prendre mon envol et de partir sur autre chose. D'accord. Et c'est quoi ce autre chose sur lequel tu as voulu démarrer une nouvelle aventure ? Exactement. Donc là, je suis partie. J'ai créé en fait une entreprise qui s'appelle Mado. D'accord. Qui est une start-up, donc une entreprise innovante et qui avait pour mission, c'était une plateforme digitale qui accompagnait les jeunes parents dans dans comment prendre en charge ce nouvel enfant au sein de la famille à travers des experts qui donnent des conseils, des formations hyper ludiques, des mises en relation avec des parents qui leur ressemblent. Voilà, très inspirant. Oui, c'était un très beau projet. Je pense hyper inspirant, hyper engageant et peut-être même trop gros. Trop gros, d'accord. Au moment peut-être où tu l'as lancé. Exactement. D'accord. J'y ai passé 1 an. J'ai été incubée à la pépinière de Béziers qui s'appelle Nouveau Sud. Oui, je connais, oui. Avec Alexandra. J'ai été suivie par la région. Voilà, le projet maturé et explosion nucléaire au bout d'1 an, explosion en vol. D'accord.
Ça arrive comme ça. Ça arrive, bien sûr. Et donc, j'ai décidé de mettre la société en stand-by. Soit c'était le temps que je reparte et que je me ressente prête à réaffronter ça, soit pour plus tard. Je ne sais pas aujourd'hui, en tout cas, où j'en suis par rapport à la société. Mais c'était un gros... C'était difficile pour moi parce est-ce que tu le prends comme un échec ou tu le prends comme une expérience qui t'a permise au final d'ouvrir les yeux sur autre chose et qu'au final tu n'avais pas imaginé? Parce que des fois on prend des directions et ça nous amène sur autre chose. Tout à fait. Naturellement. Ouais. Est-ce que là, ça a été le cas ou plus pendant longtemps, je l'ai vécu comme un échec. Comme un échec. Alors, je me suis dit, j'ai pas réussi. Je suis quelqu'un qui va au bout des choses. Et là, c'était l'arrêter en plein milieu et ça m'allait pas, en fait. Et je me disais, mais pourquoi j'ai pas réussi, en fait? Pourquoi moi, j'ai pas réussi à le faire? Est-ce que tu serais pas un peu trop dans le contrôle? Ah si, clairement. Ouais, comme toutes les femmes, un peu. Comme toutes les femmes. C'est ça, en fait. Ouais, et puis c'était... j'ai pas réussi, en fait. Tu vois, c'est un échec. Mais oui, avec le recul... T'as pas réussi, mais t'as quand même réussi à le créer. Donc, tu peux te dire que quand même, à côté de ça, c'est pas tout le monde qui arrive à créer une entreprise. Ton idée, elle était super innovante, je trouve. Et je trouve que quand même, toujours dans l'échec, on arrive toujours à transformer quelque chose en positif. Exactement. Et c'est aujourd'hui, je me dis... en fait, chez L'Oréal, j'étais experte dans un domaine, tu vois, parce que tu maîtrisais ton sujet, experte en égo, voilà, exactement. Et là, j'avais d'un coup une vision macro où j'apprenais sur la finance, j'apprenais sur le digital, sur tous ces sujets qui aujourd'hui me servent chez Petit Béret. Donc c'est une opportunité d'être passée par là. Et peut-être aussi de s'être dit, toute seule, je n'y arriverai peut-être pas. C'est peut-être pas fait pour moi. Mais accompagné d'autres personnes. Ça peut le faire. D'accord. Voilà. Donc là, ça t'a poussé à changer de voie. Tu en as discuté avec Fatih. Et là, tu t'es dit, peut-être je vais intégrer le Petit Béret. Exactement. En fait, donc Fatih est associé à Dominique Laporte, qui est meilleur ouvrier de France et meilleur sommelier de France. Et tous les deux, j'étais souvent immergée dans leurs discussions, forcément. Et je me disais, putain, c'est sympa quand même ce qu'ils font. Et puis Fatih me débriefait tous les soirs de ses journées. Et ça me donnait quand même pas mal envie. Et ça te donnait de la matière, ça te donnait vraiment tout ce qu'ils faisaient et qu'ils mettaient en place au quotidien. C'était intéressant, je trouvais. Il y avait plein de belles choses. Et chez Petit Béret, ce qui m'a toujours fait halluciner, c'est que il se passe tout le temps des grandes choses. On se dit, mais c'est pas possible. Comment... Enfin, j'avais peur, justement, en basculant de L'Oréal, où j'en prenais plein les yeux, à une petite structure, comment ça allait se passer. Mais qui, au final, est devenue et devient quand même grande. Ouais, et puis, où j'en prends plein les yeux également, tu vois. Petit Béret, tu peux nous dire ce que c'est vraiment au juste, parce qu'on en parle depuis le début, donc on va s'approfondir dans le sujet. Le Petit Béret, donc, il se situe et se positionne dans notre arrière-pays, dans notre région, un petit village qui s'appelle Puy-Serrier. Voilà. Et tu vas nous expliquer ce que vous faites réellement. Tout à fait. Donc, l'entreprise a été créée il y a 10 ans, donc en 2015, et on développe des boissons sans alcool. Donc, on est multicatégoriel, c'est-à-dire qu'on va à la fois proposer des profils vin, bière, spiritueux ou bulles sans alcool. Donc, on est vraiment sur toutes les catégories. Donc, c'est vraiment la base du sans alcool. Exactement. On est les experts du sans alcool. Sans alcool. Voilà. Et donc, on est basé au château Petit Béret, qui est le premier château dédié au sans alcool. Ce château, il est ouvert au public et on peut s'y rendre, faire une visite et faire des dégustations. Il y a une boutique aussi sur place. Il y a une boutique sur place. C'est ça. En fait, l'idée de ce château, c'est de pouvoir accueillir à la fois nos consommateurs pour leur faire découvrir ce que c'est que la marque et les produits Petit Béret, mais aussi les professionnels, pour les accompagner sur de la formation, pour qu'ils soient opérationnels dans leurs établissements ou services, etc. Parce que comme c'est une nouvelle catégorie, ils ont besoin de plus d'accompagnement que si on parle d'un vin traditionnel, par exemple. Quel est le secret du Petit Béret pour avoir... Parce que moi, je suis quand même adepte. Je suis une personne et une fille qui ne boit plus d'alcool. J'ai eu bu en étant jeune, mais je fais vraiment partie de cette catégorie où, forcément, des fois, on peut mettre une étiquette. Ah, oui, elle boit pas. Elle boit pas d'alcool. Voilà. Oui, j'en fais partie. T'es chiante. Je suis une chiante, bien évidemment. Ah, mais vraiment. Pamela, la chiante. Ça, c'est certain, mais je l'assume. Souvent, hein. C'est ça. Et du coup, donc, forcément, clientèle peut-être beaucoup plus féminine. Mais pour l'avoir goûté, c'est surprenant
et c'est vraiment le goût, on le retrouve. Donc, quel est votre secret pour arriver à avoir cette boisson sans fermentation et que ça donne vraiment le goût du vin, un vin rosé, l'apérol spritz, tout ça, quoi. C'est génial. Ouais. Écoute, c'est un gros travail, je t'avoue. Et je me doute. Les garçons ont mis 2 ans avant de pouvoir lancer la première référence, la première création. Parce qu'ils ont dû faire beaucoup de tests, il y a eu des échecs, il y a eu des remises en question. C'était pas simple, hein. C'était un nouveau process, une nouvelle catégorie. Et donc, on investit, nous, chaque année, 25% de notre chiffre d'affaires en R&D, en recherche et développement, pour justement travailler toujours la qualité, l'excellence de nos produits. Oui. Le savoir-faire et pour toujours avoir une longueur d'avance parce qu'on fait partie des pionniers aujourd'hui. Je ne sais pas si tu le sais, mais le marché est en pleine explosion. En pleine explosion, oui. Et donc, il y a plein de concurrents qui poussent. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on garde cette avance. Vous êtes... Alors, on ne peut pas dire que vous êtes concurrent face au marché de l'alcool. Vous êtes plus un concurrent version soda, jus de fruits. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Exactement. Oui. Et aujourd'hui, vous vous situez comment? Parce que moi, d'une vision extérieure, je trouve ça très élégant, une marque très forte. Vous êtes très fort en branding. Vous avez réussi à trouver un positionnement qui est vraiment haut de gamme. Et puis, tu as vu la nouvelle refonte de la gamme? Et j'ai vu la nouvelle refonte. J'ai vu tout ce que vous avez mis sur les réseaux. C'est canon. Vraiment. Très, très fort comme message. Ouais. Du coup, vous arrivez à vous positionner comment face à ça? Alors, par rapport au soda et au jus, alors effectivement, déjà, au départ, je vais t'expliquer comment on a créé Petit Béret. C'est que Fatih ne buvait pas d'alcool et lui, en alternative, n'avait accès que du coup à des sodas ou des softs ou des jus, en tout cas très sucrés. D'accord. Pas forcément premium. Oui. Et quand il se retrouvait en soirée avec ses copains, ou même nous, quand on allait au resto, il ne vivait pas le même instant. Parce que déjà, la première chose que fait un sommelier quand tu lui dis que tu ne bois pas d'alcool, il fait quoi? Il retire le verre. Oui. Donc, tu te retrouves avec ton verre à eau. Oui. Et c'est moins sympa qu'avec les autres pour trinquer, par exemple. Surtout dans un milieu masculin. Oui, exactement. Oui. Et il s'est dit, mais pourquoi moi, je n'ai pas accès à ça, en fait? Oui. Et du coup, il a imaginé créer cette nouvelle catégorie et avec Dominique, qui ne se connaissait pas du tout. Donc, il a cherché sur Internet, il a mis meilleur sommelier au monde. Et Dominique est sorti numéro 3 des meilleurs sommeliers au monde. Et il a contacté. Et il a appelé, il y avait un numéro, il a appelé. Et du coup, Dom, qui habite Perpignan, a dit écoute, je rentre, je sais pas, je crois qu'il était à Montpellier, je rentre de Montpellier, je m'arrête chez toi et puis on en discute. Et c'était assez fou. C'est fou. Et lui dit mais moi, en fait, j'ai la même problématique, c'est que il travaillait dans des très grands établissements étoilés de renom. Et il disait, il y a 10 ans, quand on faisait des accords mets et boissons sans alcool, ça n'existait pas. Donc, les clients n'avaient pas la même expérience que les autres. Et il s'est dit, moi aussi, je veux une alternative comme celle-ci. Et c'est comme ça que s'est construit Petit Béret, qu'ils ont eu l'idée de se lancer là, tous les deux on peut parler aussi d'une rencontre d'âme à âme. Parce que vraiment... Oui. Ils avaient tous les deux la même vision du produit et le même sentiment. Et on peut parler aussi d'émotion. Parce qu'au final, ils avaient... Oui, ça a matché tout de suite, en fait. Ça a matché de suite. Donc, du coup, ça a donné naissance vraiment... Oui, et puis, alors, moi, j'ai beaucoup de respect pour Dominique parce qu'il y a 10 ans, se lancer dans le sans-alcool, quand t'es meilleur sommelier de France... C'était un pari osé. Oui. C'était osé. Et il fallait l'assumer. Et surtout ici, dans le Sud. Exactement. Parce qu'avec tous les domaines viticoles que l'on a, tout notre arrière-pays, c'était quand même, un challenge à relever. C'est ça. Ouais. Donc le challenge réussit. Au final, ça prend et ils arrivent à trouver donc cette alternative et à développer les gammes. Exactement. Donc, ils ont commencé par les profils vins et bulles. Et ensuite, ils se sont lancés sur les bières. Et il y a 3 ans, les spiritueux. Donc, une gamme assez large. Et le nom Petit Béret est venu de quoi? Ça a été inspiré de quoi? Alors, ça a été un long brainstorming. Je me rappelle qu'ils étaient là. Il y avait aussi le frère de Fatih à brainstormer sur le nom. Moi, j'étais dans la cuisine en train de préparer sans doute des choses.
Et l'idée, c'était de se dire, bon, aujourd'hui, on a une marque qui va être vendue à la fois en France, mais aussi à l'international. Oui. Et il faut qu'on arrive à retranscrire ces valeurs, le savoir-faire français. Français, oui. Qui est un vrai atout aujourd'hui qu'on peut avoir sur le côté... C'est une richesse, oui. Voilà, sur l'excellence de ce qu'on est capable de faire. Et plein de noms sont sortis et ils sont tombés sur Petit Béret, qui faisait très français et qui allait nous présenter plus tard à l'international. D'accord, ok. Le Petit Béret, il se démarque par un procédé donc sans alcool. Comment vous arrivez à trouver toujours les boissons du moment et les décliner? C'est un travail de longue haleine, tu nous as dit. Sur l'innovation, tu veux dire? Sur l'innovation, oui, vraiment des produits, tout ce qui est... Parce que vous faites la gamme vin, mais aussi après tout ce qui est alcool un peu plus fort, qu'on peut appeler les rhums, tout ce qui est liqueur aussi. Exactement. L'usine, est-ce qu'elle est ici ou pas? Alors, du coup, il y a 2 questions. Donc, la première, c'était sur l'innovation. L'innovation, sur les liqueurs et tout ça, et les boissons du moment. Alors, Fatih est un très grand créatif. D'accord. Il a beaucoup d'idées, beaucoup d'idées. Et du coup, je peux pas te les dévoiler malheureusement, parce que, mais en tout cas, on a plein de choses dans le portefeuille qui vont arriver très prochainement. D'accord. Et l'idée, dans un premier temps, c'est quand même de développer des produits qui sont des produits stars, on va dire, en alcool. Et puis de les décliner en sans alcool, parce qu'on sait déjà la tendance y est et qu'il y a le marché pour. Il ne faut pas aller chercher des niches, tu vois. Voilà, d'accord. Donc ça, vous vous fiez quand même à la tendance du moment pour pouvoir arriver à décliner les boissons. D'accord. Et après, non, on n'a pas d'usine aujourd'hui, on n'a pas de chaîne d'embouteillage, on travaille avec des partenaires. Après, ça fait l'objet de réflexion et on espère qu'un jour, on aura notre propre... D'accord, ça fait partie des objectifs que vous aimeriez mettre en place. Tout à fait. Ok, et au niveau de l'international, vous vous positionnez comment? Comment vous avez réussi à avoir le marché au-delà du national à l'international? Donc aujourd'hui, on est présent dans 53 pays dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. Après, avec des pays qui performent mieux que d'autres. Oui. Aujourd'hui, notre plus gros client, c'est les US et c'est la Corée. Ok. Tu vois, étonnamment. Le marché prioritaire, c'est l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, on a un gros distributeur, alors sans que je puisse pour l'instant citer le nom, mais qui a déjà validé le partenariat et c'est vraiment un game changer pour nous. D'accord. Donc, on se focus sur des zones pour... tu vois, accès même budgétairement, financièrement, se focuser dessus. Et après, bien entendu, quand on a des opportunités dans notre pays, on les saisit. Voilà. Ouais. Et en termes de distribution, donc je suppose que vous avez un site internet. Et après, est-ce que vous êtes positionné dans les caveaux, des cavistes, des boutiques, chez des restaurateurs? Comment on est organisé? Alors, j'ai un client coup de cœur, je vais en parler maintenant. D'accord, oui, tu peux. C'est toi. Oh, merci. Oui, effectivement. Donc, j'ai beaucoup de chance parce que tu m'as suivi. Et ça, tu vois, c'est un partenariat qui est différent parce qu'il vient du cœur, tu vois. Oui, c'est ça. Tous mes projets que je prends, ça vient avec le cœur. Ouais. Après, il faut dire aussi que ma clientèle est beaucoup féminine et que je l'avais pris aussi pour l'inauguration, souviens-toi, et ça avait fait un carton. Mais vraiment, c'était... déjà, l'équipe que tu m'avais mise, elle était géniale. Et c'était trop beau, c'était trop bon. Et on n'avait eu que des bons retours. Ouais. Ça a été vraiment... Parce que tu as donné l'impulsion et c'était chouette. Oui, aussi. Tu vois, c'était un bon duo, là aussi. C'était un bon duo. Ça a matché de suite. Exactement. Ouais, vraiment. Et du coup, effectivement, je l'ai mis à la vente. Et je suis toujours surprise, il n'y a pas un client par jour qui ne me parle pas du Petit Béret ou alors les maris qui viennent accompagner leur dame et qui se posent devant, tu les vois là. Ah oui, le Petit Béret, voilà. Donc c'est assez surprenant, ouais. C'est chouette. Et du coup, donc on est présent chez toi, on est présent. Donc on a un site e-commerce qui vient d'être refait puisqu'on a rechangé on a refondu l'image de marque. Toute la marque, oui. On est présent chez les cavistes, on est présent chez les étoilés. Enfin, c'est des très beaux établissements, des restaurants comme Gilles Goujon qui est 3 étoiles au guide Michelin, qui est premier étoilé à nous avoir suivis en fait. Et quand tu vas chez Gilles, tu as la possibilité de faire l'expérience mets et boissons sans alcool. 100%
100% petit béret. Donc, tu as les 7 plats qui sont accompagnés avec du petit béret. Tu as le sommelier qui vient te faire vivre la même expérience que les autres. Il vient et la bouteille, il t'explique pourquoi il associe ce plat avec cette boisson. Ouais. Et c'est hyper sympa. C'est sympa, ouais, vraiment. Après, on est chez Pierre, on est chez Le Train Bleu à Paris. On a très beaux établissements qui nous suivent. Ouais, exactement. Super. Du coup, on va parler donc entrepreneuriat, c'est le sujet podcast de Pamela, et surtout l'ascenseur émotionnel. Et une question me vient, vous travaillez en couple, toi et Fatih, comment vous arrivez à gérer cette vie au quotidien, travail et le côté amour, mari-femme? Exactement. Alors, avant de le rejoindre, ça a été une grosse question. C'était, est-ce qu'on va réussir à travailler en couple ? C'était pas gagné, honnêtement, parce qu'on a 2 personnalités qui sont très différentes. Mais je pense qu'il a su trouver les mots justes et on se connaît tellement bien, comme ça fait 25 ans qu'on est ensemble quand même. Très beau. Ouais. En fait, ça fonctionne. Et en fait, il sait qu'il peut compter sur moi. Je peux compter sur lui. Vous êtes vraiment complémentaires. Exactement. Et du coup, on fait une duo dans la vie perso, mais aussi au travail. Bon, il a su te séduire sur les 2... Il a été très fort. Très fort. Ah ouais. Vie pro et vie perso. Ouais. Alors, par contre, il y a des règles. D'accord. Il sait que pendant les vacances, il ne faut pas me parler de boulot. C'est les vacances, je coupe. J'en ai pas beaucoup. Il y a un cadre, quand je pars, tu as mis des règles. Exactement. C'est parfait. Il faut qu'il les respecte. Ou quand je lis dans mon lit, il ne faut pas venir m'embêter. Il ne faut pas venir t'embêter. Mais on a toutes nos rituels, on a toutes nos exigences en tant que femme. On en a besoin. Voilà, je lui dis, ton assistante, tu ne vas pas l'appeler à minuit là, pour lui raconter ton problème. Alors attends demain. Voilà. Tu as bien raison. Et du coup, comment après tu as réussi à trouver ta place entre Fatih et Dominique? Du coup, toi, on te qualifie quel statut d'un petit béret? Ouais, alors, j'avais peur aussi de casser ce duo. Et oui. Parce qu'il était important pour moi. Et je te dis, j'ai beaucoup de respect pour Dom et je voulais que le duo réussisse à devenir un trio. Oui. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'avec Dom, ça se passe hyper bien. On est maintenant ensemble, nous plus sur la partie opérationnelle avec Fatih et stratégique, et Dom sur la partie plutôt qualité, R&D, etc. D'accord. Donc chacun a réussi à trouver sa place en fait. Donc avec Dom, ça s'est fait super bien. C'est plus, tu vois, en arrivant dans l'entreprise, c'était trouver mes marques dans une entreprise qui est déjà créée, tu vois, avec une équipe qui était déjà existante. Ouais. D'accord. Et là, tu as réussi quand même à trouver ta place, ton positionnement. L'intégration s'est faite facilement? Petit à petit, en fait, il a fallu du temps parce que je suis arrivée, j'étais la femme du patron. Et voilà. J'étais pas T'avais forcément... l'étiquette. Oui. Direct. Normal. Normal. Et en plus, Fatih était beaucoup en déplacement et moi, j'étais beaucoup plus au bureau. Donc tu as pris le relais sur pas mal de sujets. Oui. Donc, et puis moi aussi, il fallait que j'arrive à me sentir légitime sur ce poste. Bien parce sûr. que j'avais jamais occupé un poste de directrice des opérations. Est-ce que ça t'a animé? Est-ce que dès que tu as intégré le petit béret, ça t'a animé, tu as pris plaisir et tu t'es dit, j'ai trouvé ma place, c'est là que je veux être et c'est là que je prends plaisir au quotidien? Alors, moi, je m'éclate, clairement. Tu vois, chez Petit Béret, c'est tous les jours un plaisir d'aller bosser. Maintenant, je suis quelqu'un qui manque énormément de confiance en elle, donc je ne te dirais pas que je suis hyper assurée, que tout se passe bien. Non, j'ai encore... Même avec parce que je suis sûre que tu fournis un travail de dingue et que tu es perfectionniste dans tout ce que tu entreprends, Betty. À mort, bien sûr. Voilà, j'en suis sûre. Donc, même à ce niveau-là, parfois, tu doutes encore. Bien sûr. Bien sûr. Bah oui. On est toutes pareilles. Vraiment. Et ouais. Et oui, alors pourtant, Fatih a beau me le dire. Arrête, tu fais bien. Mais j'ai besoin aussi il m'a laissé ma chance, en fait, de venir l'accompagner. Donc, je lui suis redevable d'un côté, tu vois. Oui. Et je fais tout pour vraiment me dire qu'il est content et il est heureux que je sois là, tu vois. Oui. Voilà. Et au niveau de l'équipe, vous arrivez... chacun a... Donc, l'équipe, je pense, est divisée en différents postes. Vous avez... Vous êtes combien, à peu près? À date, on est 13 salariés. D'accord. Voilà. Et effectivement, alors déjà, tu as 2 sites.
Tu as le château, tu as la partie administrative et commerciale, et tu as Nissan, où on a l'entrepôt, avec l'équipe supply, on appelle ça. D'accord. Ouais, exactement. Ok. Donc, plus compliqué à manager, parce que du coup, quand tu es tu peux pas être sur les 2 sites. Oui. Donc, voilà. Et avec Fatih, en fonction de nos compétences personnelles, on s'est divisé les différents services. Donc, moi, j'ai plutôt une casquette marketing, communication. Je gère la partie commerciale CHR, tu vois, parce qu'il y a aussi le commerce, mais Fatih est très bon en commerce aussi, donc il fait l'international, lui. D'accord. Après, comme il est beaucoup en déplacement, je reste le référent managérial pour la totalité de l'équipe. Quel management tu adoptes avec tes équipes? Alors, je ne sais pas si on peut le qualifier par un statut bien spécifique. Mais je ne pense pas que tu es management directif, Betty. Non, je suis pas dans l'empathie, je suis participatif. Voilà, tu es participatif, ouais. tu n'es pas dans l'empathie un peu. Un peu trop, parfois, un peu trop. Mais oui, après, j'essaie d'être juste. Si j'autorise à un, je veux autoriser à l'autre, ou inversement. C'est important pour moi qu'il y ait ce socle, que chacun se sente au même niveau. Tu vois. Il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Et après, moi, j'ai un concept qui m'animait déjà chez L'Oréal et qui m'anime encore aujourd'hui. Ça s'appelle le Love Can Do. Oui. Tu en as déjà entendu parler? Oui, bien sûr. Tu connaissais. J'adore, je suis fan. Oui. Ça permet vraiment de mettre de l'amour dans tout ce que l'on fait, et c'est beaucoup plus facile de faire les choses avec amour, avec plaisir. Ça devient naturel. C'est ça. Voilà. Il faut que chacun trouve du love dans chaque action qu'il mène. Exactement, dans les tâches qu'il entreprend, et forcément, ça aboutit à quelque chose de beau, de bien et bienveillant aussi. Voilà, et puis on a envie de le faire parce qu'on aime ce qu'on fait. C'est ça. Et je fais pareil avec mes clients. Quand j'ai un rendez-vous client, où je sais que parfois ça va être peut-être touchy, je trouve du love dedans. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je garde mon objectif prioritaire et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme love pour... Oui, je trouve que c'est assez original, c'est parlant, et c'est donner du sens aussi à tout ce que vous allez mettre en place. Exactement. Et moi, j'ai des anciennes collaboratrices de chez L'Oréal. Du coup, ça se ressent dans les résultats? J'espère. Je peux pas te comparer l'un sans l'autre, en fait. Mais j'essaie systématiquement de les rechallenger sur ces éléments. Oui. Après, vous arrivez à fédérer, donc est-ce que vous faites des séminaires? Est-ce que vous arrivez à vous réunir pour justement maintenir tout ça? Alors, on a un management quand même très familial aussi, comme une petite entreprise. On est très présent quand il y a des besoins perso aussi. On est là pour écouter. C'est une force. On essaie en tout cas. Ouais. Et du coup, déjà, tous les lundis, il y a une réunion d'équipe où tout le monde est présent, où on remet le cadre, on remet les directives et les priorités de chacun. Les objectifs de la semaine, du mois. Donc ça, c'est systématique. Et après, on essaie de faire un séminaire par an. Pour effectivement la cohésion d'équipe qui est importante. D'accord, ok. Est-ce que vous avez eu je pense que oui, des défis et comment vous avez réussi à les surmonter? Comment vous avez fait face à ces défis en général? Oui, alors des défis, on en a beaucoup forcément parce que Petit Béret en lui-même est un défi, en fait. Tout. Oui. Après, un des plus gros. Le plus gros défi, que vous avez pu rencontrer sur ces dernières années, qui a été et que vous avez réussi à gérer? Je dirais que c'est plus un défi quotidien, en fait. C'est que comme on est tous les deux à être... ensemble pour mener la boîte, c'est trouver la ligne directrice, déjà, mettre en place une stratégie et surtout s'y tenir. Parce que peut-être qu'il y en a un qui va commencer à bifurquer et il faut qu'on soit aligné. Donc, garder... Et ça, c'est le plus difficile. Rester aligné, avoir la même directive. Surtout quand tu es sur une start-up, une boîte innovante, ça peut partir très vite, tu vois, dans différentes orientations. Donc, il faut garder le cap, en fait. Et votre philosophie et vos valeurs? Alors, les valeurs, c'est un peu les nôtres aussi, en fait. C'est celle de la boîte, c'est la convivialité et surtout fédérer. Fédérer, oui. Parce qu'aujourd'hui, en plus, on voit que les gens se divisent pas mal. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'au moins au cours d'un moment particulier, un dîner, un événement, que les gens se sentent tous dans
dans le même événement, en fait. Pouvoir avoir les mêmes codes, les mêmes gestes, partager les mêmes mêmes boissons, moments. Que ce soit avec ou sans alcool, mais en tout cas, effectivement, vivre le même moment ensemble. C'est ça, oui. Et ça, c'est vrai que c'est beau et que ça amène sur quelque chose de positif. C'est ça. Oui. Tout à l'heure, je t'ai demandé où c'était positionné, mais est-ce que vous êtes aussi en grande distribution ? Alors, on a une gamme spécifique pour la grande distribution. Donc, effectivement, on y est. Et on a un accord national avec Carrefour. Donc, tous les Carrefours de France distribués. Ok. Et donc, à aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir à qui vous vendez le plus en termes ou féminin ou masculin. Est-ce que votre clientèle, elle est quand même beaucoup plus féminine ou vous arrivez quand même à ajuster cet équilibre entre hommes et femmes ? Aujourd'hui, tu le disais un peu en intro, ce sont effectivement plus les nanas qui nous suivent. Ouais. Parce qu'elles ont aussi des moments de vie où forcément où on est enceinte et elles ont envie aussi... Et je pense aussi que les femmes ont une ouverture. Alors, je suis désolée, c'est un peu, je généralise un peu, mais elles osent plus, tu vois. Un homme, on va lui dire c'est du sans-alcool. Une femme va dire tiens, ben pourquoi pas, testons. Et en plus, c'est faible en calories. Waouh, le pied. Le top. Donc oui, 70% de nos consos aujourd'hui sont des femmes, mais elles arrivent justement à convaincre leur mari de basculer sur du sans-alcool petit à petit. D'accord. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est cool. Sur les réseaux sociaux, vous vous positionnez comment ? Vous avez quelqu'un qui vous gère votre communication et vous arrivez toujours à vous démarquer parce que je trouve que c'est très qualitatif, ça donne envie et vous avez quelqu'un qui s'occupe de ça ? Alors, c'est un gros challenge, les réseaux. Parce que... aujourd'hui, oui. Déjà, il y a Insta, il y a LinkedIn qui est encore un autre réseau. Oui. Enfin, voilà, il y a une stratégie différente selon les canaux. Vous êtes sur différents réseaux ou vous avez vraiment sélectionné le réseau Pour l'instant, on est sur 3, LinkedIn, Facebook et Insta. Et on va basculer sur TikTok prochainement. D'accord, ok. Alors, c'est une remise en question en permanence, les réseaux, parce que... C'est important de faire du joli, du quali, mais il faut aussi l'engagement derrière. Donc, on a tout un travail de ROI où on essaie de transformer davantage. Aujourd'hui, donc je gère la com en direct et pour m'accompagner, j'ai un jeune homme qui a une agence, qui est un vidéaste et qui lui me fait tous les contenus. En fait, on les fait ensemble, on définit ce qu'on va aller shooter. Par exemple, on a shooté la semaine dernière. On savait ce qu'on allait faire, on avait tout notre brief. D'accord. Et après, c'est lui qui s'occupe de les mettre sur les réseaux. Et du coup, est-ce que là, à travers les réseaux, ça vous donne aussi des idées pour développer certains produits auxquels vous n'avez pas pensé ? Ça vous ouvre des portes, ça vous permet d'avoir des opportunités. Vous le gérez comment à ce niveau-là ? Pour nous, les réseaux, c'est plus une vitrine. Une vitrine. Tu vois, les gros clients, par exemple, la première chose qu'ils font, c'est aller sur Insta, voir le nombre de follow que tu as, voir si c'est quali, effectivement. Un investisseur va faire la même. D'accord. Voilà, donc c'est plus pour véhiculer l'image de marque de Petit Béret. D'accord. Revenons à toi. En tant que... aujourd'hui, on peut te considérer comme entrepreneuse. Et comment tu gères ton ascenseur émotionnel, tes émotions ? Est-ce que tu as des petites routines, des petits rituels pour te recentrer ? Comment tu arrives à gérer tout ça ? Alors, être entrepreneur, c'est les montagnes russes. Oui. Tu le sais. Je le sais. Qui peut monter très haut et puis redescendre très bas. Et je pense que Mado m'a beaucoup aidée. D'accord. En fait. Parce que je ne veux pas reproduire ce que j'ai fait avec Mado en termes d'émotion. Ok. Donc, quand je sais que ça ne va plus, je prends beaucoup de recul, de hauteur et j'arrive à stopper le stress. D'accord. Après, ce que j'ai mis en place, c'est que ma maison est mon sas inviolable, en fait. On va dire, c'est que quand je rentre chez moi, et encore plus quand il y a mes enfants, je pose tout mon stress, toutes mes émotions négatives, je les pose à l'entrée. T'arrives à le faire. J'essaie en tout cas et Chapeau. Je commence à travailler. Ça commence à porter ses fruits. Mais c'est hyper important et pour moi et pour ma famille, en fait. Pour bien sûr. Enfants, ils te font déjà remarquer que tu travailles beaucoup. Donc, ça serait bien aussi que quand tu es avec eux, tu sois à 100% avec eux. D'accord. Et après, tu fais une pratique, sport, yoga, méditation, pilates. Alors, je cours, je fais du footing. Je pars du château. Hop, je vais courir dans les vignes. Ok. Mais le problème, c'est que c'est le moment où je réfléchis, en fait.
Je pense au boulot pour réussir à craquer des stratégies, tu vois. Ok. Donc, avoir cette alternative. Mais comme tu l'as dit, oui, c'est les montagnes russes. Ouais. Et ça, c'est... Et donc, du coup, tu arrives à trouver l'équilibre en tant qu'entrepreneuse et maman. Et un conseil que tu pourrais donner pour des futures entrepreneuses qui n'osent pas, qui sont mamans et qui aimeraient, mais qui, au final, ont peut-être un frein. Qu'est-ce que Par rapport à leurs enfants? Par rapport à leurs enfants et devenir entrepreneuse, oui. Alors, par rapport aux enfants, moi, j'ai un conseil, c'est trouvez-vous une super nounou. Oui. Ça, c'est la base, parce que quand tu n'es pas avec eux, il faut que tu sois sereine. C'est ça. Et soit tu as une maman, enfin ma mère m'aide beaucoup par exemple aussi, et moi je dis merci Joël d'être à mes côtés tous les jours. Il faut remercier. Super nounou. Il faut remercier. Ouais. Et donc déjà ça permet d'être l'esprit tranquille quand tu es au travail et d'être focus sur ce que tu dois faire. Et après, quand on hésite sur est-ce qu'on est prêt à être entrepreneur ou pas, je dirais il y a que vous qui pouvez savoir en fait. Déjà dans un premier temps, je pense qu'on le sent et on le sait au fond de nous. Ouais, et puis le risque il est où, tu vois, ça marche pas, on passe à autre chose. Ça. Après c'est plus construisez votre BP, faites en sorte qu'il soit cohérent et que vous trouviez de la rentabilité. Et une fois que ce BP est clair, maintenant c'est à vous de réfléchir, c'est est-ce que j'y vais ou j'y vais pas quoi. Mais il faut se sentir prête parce qu'effectivement c'est quand même c'est très intense. Stress et du stress. Ouais. Et très intense, effectivement. Mais ça reste une belle aventure. Carrément. Parce que tous les jours, en fait, on est face à des défis, ou des fois des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et du coup, ça nous donne une force, je trouve, incroyable à surmonter tout ça parce qu'au final... Tu es fière de nous aussi. Oui, alors on ne se le dit pas assez. Ouais. C'est ça. On n'est jamais fiers de nous. Moi, j'essaie de fêter les victoires quand même. C'est bien, Betty. Ouais. Il faut. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est très, très bien. Peux-tu nous partager une expérience mémorable, un moment de fierté, justement, que tu as vécu chez les Petits Bérets? Alors, je ne sais pas s'il y en a un en particulier, mais même je dirais que ce qui me fait kiffer, en fait, c'est quand on part avec Fatih à un rendez-vous client. Oui. Tu sais, alors, on a tous les deux parce que lui aussi a fait des études de commerce. Oui. Et on est un peu en compète, tu vois. Mais on est hyper complémentaires. Trop bien. Donc, on part tous les deux en disant, ouais, on va faire telle stratégie, nanana. Et après, quand on est face au client, on envoie, en fait. Tu vois, on les voit tous les deux avec nos complémentarités. Et quand à la fin, on a craqué le marché, c'est une vraie fierté parce qu'on l'a fait en duo et on l'a fait ensemble. C'est ça qui est beau, quoi, tu vois. C'est chouette. Ça, c'est des beaux défis. Pour arriver à... Alors, c'est vous qui faites particulièrement les rendez-vous clients, les gros clients, ou vous avez... Les gros clients, ouais. Les gros clients, c'est vous deux qui vous déplacez. Ouais. Et il faut qu'on soit aussi au cœur du marché et du business, tu sais. Il faut voir la tendance et puis voilà, si c'est des gros référents. Marchés. Exactement. C'est vraiment le socle. Tu aimes faire ça aussi, hein? Oui, je pense que c'est là où vous avez forcément, vous prenez le plus de plaisir dans tout ça. Ouais. Le challenge. Gros challenge, ouais. Non, mais c'est bien, c'est un beau parcours. Et est-ce que vous participez forcément à des gros événements? Vous avez participé à des gros événements, je suppose? On a eu des gros partenariats. Par exemple, Mercedes. Mercedes France qui, l'année dernière, nous a choisis pour les accompagner sur tous leurs événements AMG. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient 10 dates où ils recevaient tous leurs plus gros clients VIP. Sur circuit, donc ils leur faisaient faire un tour de belles voitures et en parallèle ils avaient monté des ateliers et nous on avait un atelier où on avait co-construit avec eux le cocktail signature Mercedes. Wow. Et on apprenait aux participants à faire le cocktail, donc c'était hyper sympa. Du coup, est-ce que vous faites appel aussi à des influenceurs ou des stars? Du showbiz? Alors pour l'instant, non, on en a eu qui spontanément ont joué le jeu Petit Béret, ce qui est assez sympa. On a eu Médine qui a beaucoup communiqué sur Petit Béret pendant une période. On a eu qui? Je ne me rappelle plus, j'ai une mémoire de... Mais oui. On a eu, récemment, on a eu Magic System. D'accord, j'ai vu votre dernier réel, excellent. Donc eux aussi, on leur envoie du lob. C'est sympa. Super. Donc c'était hyper sympa parce que qu'ils étaient au Festival Rose à Toulouse. Exactement. Donc, avec Noémie. Avec Noémie, ouais. J'ai vu ça. Ils sont montés dans la voiture de Marcus. Non, c'était génial. Ouais. C'était assez marrant. Et tu vois, c'est des gens qui nous envoient vachement de puissance, en fait, tu vois. Et ça, vous, un jour, t'aurais imaginé vivre des moments comme ça? Bah non, c'est pour ça que je te dis Petit Béret, c'est hyper surprenant, quoi. Betty,
comment tu te décrirais en 3 mots? C'est dur, hein? Mais non, pas du tout. Il faudrait bien demander à Fatih, ce serait plus juste. J'irais généreuse, parce que j'aime faire plaisir aux autres. Passionnée, parce que quand j'entreprends quelque chose, je vais jusqu'au bout. Oui. J'aime que les choses soient bien faites, comme on l'a vu. Et battante. Oui. Lâche rien. Tu lâches vois. rien, tu Non. vas jusqu'au bout. Ouais, C'est l'engagement et on y va. exactement. C'est beau, c'est super. Mais Ouais. bon, que des qualités, tu vois, je t'ai cité. Je t'ai pas cité. Mais non, mais tu as raison, attends. Ouais, tant qu'à faire. Hein. J'ai vu On qu'il y est avait plein mieux de love servi que autour par de soi. moi. C'est Alors, ça, c'est ça, exactement. Il faut vraiment continuer dans ce sens-là. Allez, le petit côté fun, une pire anecdote qui t'est arrivée, tu l'avais vraiment? je sais pas, elle est gênante ou pas? Bon. Bah oui, enfin, plus pour lui que pour moi, quoi, tu vois. Allez, vas-y, on y va. Du coup, c'était quoi? C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je me rappelle plus. On avait un partenariat avec l'ESSEC, tu sais, l'école de commerce. Mhm. Et donc, je monte à Paris un matin, je prends le vol de 6h. Cergy, là où est l'école, c'est le nord. Bien sûr, j'atterris à Orly, parce qu'il n'y avait pas d'autres vols, etc. Et je prends un Uber, nos copains Uber. Et déjà, je monte dans la voiture et le gars râle parce qu'il me dit « Ah, mais il y a 2 heures de route, pourquoi vous prenez un Uber ?» C'était un jeune ou un vieux? Je dirais, entre 35 et 40, tu vois. Et du coup, bon, je lui dis, je le mets à l'aise. Je lui dis, si ça vous gêne, j'en prends un autre, en fait. 2 heures de route, il y en a qui seront rémunérés, il y en a qui seront contents d'avoir la course, je pense. Non, mais c'est bon, on y va. Puis là, on arrive dans les bouchons du périph', et puis je le vois sortir son téléphone. Déjà, je trouve ça très moyen, tu vois, en conduisant. Oui. Il me met sur le tableau de bord, et avec le son. Et là, j'entends que c'était un film X. Mais non. Ouais. Je meurs si ça m'arrive. Hein. Ah, mais je savais pas quoi faire, non, en fait. Mais je meurs. Tu vois, j'étais hyper gênée, alors que c'était pas à moi d'être gênée. Et je me disais, je peux pas sortir de la bagnole parce qu'on est en plein périph' et que je vais faire quoi? Et ma valise est sur le périph'. Donc, compliqué. Lui, je le voyais se tortiller dans sa chaise et tout. Oh là là. Et moi, j'étais au fond. Bon, je me dis... Ça va que j'ai 43 ans, tu vois, mais ça aurait été une petite de 18, c'est chaud, je trouve. Choquant. Et j'ai dit, je lui parle même pas du film, je lui dis, ça serait bien que vous arrêtiez votre téléphone. Vous êtes en train de conduire, c'est pas forcément safe pour moi, quoi. C'est très dangereux, ouais. Voilà. Et là, je comprends pas, pourquoi. Bon, je lui dis, maintenant, arrêtez votre téléphone, s'il vous plaît. Donc, tendu un peu dans la voiture. Et puis là, après, en roulant, je le voyais fermer les yeux, tu sais, s'endormir. Ah, mais t'as tout eu, là. Ah ouais, non, j'ai tout eu avec lui, c'était... Et je me suis dit, je vais jamais arriver à l'ESSEC. Et t'as réussi à garder ton self-control. Après, il fallait que je lui parle, en plus, pour le garder éveillé. Donc, je lui racontais des choses. D'accord. Oui, là, c'était du lourd. C'était pas terrible, quoi. C'était pas la meilleure expérience Petit Béret, mais ça fait des bonnes anecdotes, quoi, tu vois. Mais ça en fait partie, ouais. Et oui, voilà, ok. Voilà. Un petit message pour Fatih? Je t'aime. Parfait, c'est trop beau. Betty, merci pour cette invitation. J'espère que tu as passé un agréable moment. C'était génial. T'as aimé? Ouais, tu m'as mis super à l'aise et le stress est parti pendant l'entretien. Voilà, tu vois. C'est hors du temps ici. Oui, effectivement. C'est ça. Et merci d'avoir pensé à moi. Merci pour cette interview. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et n'hésitez pas aussi à aller suivre Le Petit Béret sur Instagram et sur LinkedIn. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.